Il est chef adjoint de l'Office français de la biodiversité du département du Nord, donc on bascule côté français, vous l'avez compris. Mammifères aquatiques, ben voilà le sujet de votre intervention David, et même combat que pour Franck, s'en sortir en 20 minutes. L'exercice est périlleux, mais je sais que vous pouvez relever le défi. Je vous laisse rejoindre la scène, on vous applaudit. Et la parole est à vous, le micro est allumé, je pense. Voilà. Bonjour à tous, déjà pour commencer. Je vais vous présenter les mammifères aquatiques, comme c'est indiqué, avec un gros focus sur une petite bébête, grosse bébête, qu'on appelle le castor, et puis on parlera un peu des autres mammifères aquatiques en fin de présentation. Donc, je disais petite bébête, pas si petite que ça, parce que le castor, c'est le rongeur le plus gros d'Europe, qui est un animal qui, sans la queue, mesure plus d'1 mètre, qui avec la queue mesure quasiment 1,50 m, et qui pèse un peu plus de 20 kg pour les plus gros spécimens. Donc on est déjà sur du beau gabarit. Où est-ce qu'on va trouver cet animal? Finalement, on va le trouver dans énormément de milieux. Sa seule exigence, c'est la présence d'eau en permanence. Pourquoi cette présence d'eau en permanence est importante pour l'animal? Parce que c'est essentiellement son système de sécurité, puisque l'entrée de son terrier ou l'entrée de sa hutte va systématiquement être sous l'eau. Et donc c'est vraiment ce qu'il va rechercher, à avoir cette entrée sécurisée pour éviter différents soucis. C'est vraiment ce qu'il va rechercher. Je reste un peu là-dessus, j'avais pas terminé. Il va chercher donc des milieux où naturellement l'eau va être suffisamment profonde pour pouvoir accéder à son terrier par une entrée sous-marine, sous eau. Si il n'a pas une profondeur suffisante, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir réaliser un barrage pour remonter la hauteur de la ligne d'eau et ainsi adapter l'environnement à ses exigences. Alors, c'est un animal qui est strictement herbivore, qui va consommer pratiquement 2 kg de végétaux par jour, des écorces, mais également de la végétation herbacée, avec un régime alimentaire qui va être différent entre la période estivale et la période hivernale. La période estivale, il y a de la végétation herbacée, donc en général, il va s'en contenter. Par contre, en période hivernale, cette végétation devient plus rare, et c'est là où il va avoir une tendance à essayer de consommer un peu plus d'écorce. Et pour consommer de l'écorce de manière un peu plus facile, c'est là qu'il va être amené à couper certains arbres pour pouvoir justement accéder à cette alimentation. Il a ses préférences, donc c'est surtout des espèces d'encaissées, plutôt des espèces de sol, mais ça peut être du frêne, ça peut être de l'aulne également. On a quelques observations ou sur certains sites sur l'Escaut, notamment sur le castor qui se trouve sur le canal du pont des Pommeroy, sur lequel il y a des travaux actuellement, où le suivi a montré que les castors qui sont présents sur le site ont une préférence pour une espèce extrêmement précise de sol. Ils ne mangent quasiment que ça. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose de global sur l'espèce? Est-ce que ce sont ces individus-là qui ont leur petite préférence? Voilà, on n'a pas forcément assez de données pour le savoir, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant. Ce régime alimentaire un peu différencié entre l'hiver et l'été, ça va avoir une influence sur les observations, parce que forcément, quand il va mettre à terre un arbre, c'est quelque chose qui va se voir beaucoup plus facilement. Et donc ça, c'est une petite courbe en Belgique, voilà, sur les observations de castors, et puis on voit bien que les observations de castors sont beaucoup plus fréquentes l'hiver, déjà parce qu'il n'y a pas la végétation qui cache, et puis en plus, il y a une activité un peu plus importante sur les coups d'arbres. Alors, comment il vit ce petit animal? Donc, c'est un animal qui a une vie sociale et qui est extrêmement territoriale. Une fois qu'il s'est installé, il
reste vraiment sur le même secteur, et donc il vit entre voilà, des petits groupes familiaux de 4 à 6 individus. L'accouplement se fait en tout début d'année, en fin d'hiver, et puis la mise va est en ce moment, et puis on devrait avoir les sorties des premiers jeunes dans les prochaines semaines. Donc, dans sa vie territoriale, il adapte son environnement. Donc, on a déjà un peu parlé des barrages, mais il y a également la lutte. Donc, c'est l'un de ses habitats de repos privilégiés. Il peut aussi également former des terriers quand les berges de cours d'eau sur lesquels il s'est installé sont suffisamment adaptées. Parfois, c'est les deux, c'est-à-dire qu'il peut très bien commencer par un terrier quand les berges sont adaptées, et puis ce terrier peut être amené à s'écrouler, et donc il va venir rénover quelque part son habitat en venant amener une partie des branches qu'il a coupées pour former une hutte qui va agrandir au fur et à mesure de l'agrandissement de sa famille. Parfois, il peut y avoir des huttes secondaires, un peu aux quatre coins de son territoire, qui donnent des zones de repos complémentaires. Voilà. Voilà pour ce peu. Alors, le retour du castor sur l'Escaut et sur le département du Nord. Alors, chez nous, sur le département du Nord, le castor il avait disparu depuis pratiquement 150 ans. Et il est revenu pour la première fois en 2019 sur le canal de Roubaix, canal de l'Espierre, côté belge. Voilà. Sur le niveau français, l'espèce est assez éloignée des zones sur lesquelles il était présent, pour la bonne et simple raison qu'en fait il ne vient pas des autres territoires français, mais il vient de Belgique. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier, puisqu'on a mis en place un certain nombre de pièges pour récolter des poils, et on a pu faire une analyse génétique qui a montré que déjà il s'agissait bien de castors européens, parce qu'il y a toujours un petit doute, mais en tout cas ça a été confirmé, et en plus on a eu la confirmation que la lignée génétique de ces castors était bien similaire aux castors qu'on peut trouver en Belgique, et que ce n'était pas un castor qui venait d'une autre région de France. Alors, les travaux du castor. Alors, le castor, il adapte son habitat, il adapte son milieu. Tant qu'il a de l'espace, tant que tout va bien, tant qu'il peut trouver des zones qui sont facilement accessibles, sur lesquelles il va pouvoir soit créer sa hutte, soit creuser son terrier, en général, il ne pose pas de soucis. Actuellement, nous, sur le territoire du département du Nord, il n'y a pas de problème, très peu, à part un pommier ou deux qui a été coupé, il n'y a pas de souci. Néanmoins, quand la densité de cette espèce augmente, ça peut être amené à avoir des soucis. Quand il va s'attaquer à une plantation de peupliers, ça peut être embêtant. Lorsqu'il va décider de faire un barrage à un endroit où on cherche à éviter les inondations, où il y a des habitations, ça peut être gênant. Néanmoins, il y a des solutions relativement simples à mettre en œuvre, des solutions de prévention. Ça peut être protéger les arbres. Alors il faut du voyage un peu solide, parce que c'est un animal qui a quand même des grosses capacités. Quand c'est un barrage, c'est ce qu'on voit sur les images en bas, on peut l'abaisser un petit peu, mettre une canalisation. Alors voilà, il n'y a jamais rien il n'y a pas de solution miracle, mais voilà, il existe tout un éventail de solutions qui existent. L'OFB est là notamment pour, s'il le faut, apporter des conseils sur la mise en œuvre de ces adaptations, et ce qui permet d'avoir une cohabitation raisonnable entre l'espèce et les habitants. Alors ça, c'est quelques exemples de soucis que peut amener la présence du castor. Parfois, ça peut être très gênant, effectivement. Il est malin, le castor, hein, c'est-à-dire que plutôt que de s'embêter à faire un barrage sur toute la vallée, il va se mettre au niveau du pertuis, comme ça lui fait 3 fois moins de boulot. S'il n'a pas besoin de le faire, il ne va pas le faire.
Les chiffres en Belgique, quelques chiffres, donc voilà, on voit que avec la présence du castor de plus en plus importante, les demandes de dérogation sur l'espèce protégée augmentent également. Donc voilà, c'est des choses qui existent, il faut les savoir, mais il y a des solutions et ça peut s'adapter. Voilà, encore, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà. Alors, sur l'ESCO, la répartition du castor. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le castor, en tout cas sur la partie du département du Nord, il vient de Belgique. On voit la représentation de la présence de l'espèce sur le territoire belge, où effectivement, aujourd'hui, elle recouvre une large partie du territoire. Et sur la partie française, les grands cercles bleus, c'est là où on a une installation avérée de l'espèce. Et on voit bien que là, on a un petit carré rouge, pas loin, il y a un petit rond bleu, qui montre bien la connexion entre les deux populations. Quelques petites particularités sur le territoire français, ça correspond au petit rond jaune, où on a trouvé effectivement des indices de présence, mais qui n'ont pas été confirmés dans le temps, ce qui montre que l'espèce elle a quand même une capacité à aller assez loin, qui n'était pas forcément décrite de manière aussi importante dans la bibliographie. Et c'est des choses qui nous ont un peu surpris au départ. Mais en tout cas, voilà, on a eu plusieurs sites du côté vers sur la Lys, du côté de Béthune, et même sur la côte du côté de Dunkerque, où il y a un castor qui a été retrouvé mort sur la plage. Voilà, on peut tous se demander ce qu'il faisait là. Mais voilà, mais on voit par exemple que sur Bruges, on a également la présence de castor. Donc finalement, quand on a vu ensemble avec toutes les données, on a une répartition de l'espèce qui est plutôt cohérente et qui, de toute manière, est confirmée par les analyses génétiques. Alors, donc là, 5 minutes. Ok. Donc très vite, j'ai passé la partie un peu ennuyeuse sur la réglementation. Donc espèce, voilà, reprise à la directive européenne Habitat Faune Flore, qui sur la partie wallonne est protégée au titre de Natura 2000. Pour les Français qui sont dans la salle, ça veut dire qu'on peut protéger des choses au titre de Natura 2000, c'est toujours intéressant. En France, on fait que 2020. En France, donc espèce protégée par l'article L411.1 du Code de l'environnement, reprise à l'arrêté ministériel, donc interdiction de destruction, de capture, altération, que ce soit pour l'animal ou pour l'habitat, mise en vente interdite et particularité, l'interdiction de tous les pièges létaux à moins de 200 mètres des cours d'eau sur les communes où l'espèce est présente. Dans le département du Nord, il y a un arrêté préfectoral qui va être normalement révisé cette année pour y inclure les nouveaux sites qui ont été décelés dans la démarche. Très vite, sur les autres mammifères aquatiques, présents sur le bassin de l'Escaut, l'outre, Crossop aquatique, ou encore appelé musaraigne aquatique, et le ragondin. Il y a aussi du rat musqué, mais il y en a partout, je ne vais pas en parler. La loutre, voilà, animal nettement plus petit, ichtyophage, qui mange des poissons, pour les producteurs. Et voilà, je ne vais pas forcément en dire beaucoup plus. Aujourd'hui, sur l'Escaut, elle est uniquement présente sur la partie aval. Voilà, il y a des suspicions un peu plus en amont. Mais en tout cas, voilà, pas de données vérifiées pour l'instant, mais en tout cas, voilà, la dynamique de la population est plutôt intéressante et on s'attend à la voir sur l'intégralité du bassin. Le ragondin, petite fiche pour ne pas confondre avec le castor, animal déjà beaucoup plus petit, un ragondin c'est 8 kg, un castor, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 20 kg. Je ne vais pas faire toute la liste des critères de différenciation, mais les principaux, c'est au niveau de la nage. En général, un castor ne va avoir que la tête qui dépasse, alors que le ragondin, on va avoir l'ensemble du corps. Vigilance sur les jeunes, on peut se retrouver dans une situation où on est plus proche du ragondin. Et puis le ragondin, le petit nez blanc avec les moustaches blanches. Si vous voyez des moustaches blanches, vous savez que c'est pas un castor et que c'est un ragondin. Là, il n'y a pas de souci. La répartition, la carte, elle montre une répartition assez diffuse. Néanmoins, on a des populations beaucoup plus importantes sur la partie sud, sur la partie française,
On a des populations bien implantées sur la Ménois qui sont en train de remonter sur l'Escaut, et le lien avec le réchauffement climatique n'est pas forcément anodin. Il s'agit d'une espèce d'Amérique du Sud, je ne peux pas préciser. Et voilà, je pense à terminer. Merci beaucoup, David.